Mais tu commences par le... Commencement. D'accord. Donc en 61, un projet pour la gare de Tunis. C'était le premier projet non suivi d'exécution de cette liste. Oui, c'était un gagné et non suivi d'exécution. Ça apparaît comme étant le premier que tu as noté officiellement. Oh, parce que j'ai noté des projets qui sont... C'était des concours où on a gagné, mais pour une raison souvent politique ou budgétaire, c'était pas suivi d'effet. Et souvent aussi des projets comme ça gagnés, c'était des faux concours qui finalement étaient donnés à quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé. Oui, on était obligé de faire un concours, et puis c'était déjà arrangé d'avance pour le donner à quelqu'un d'autre. Ça arrive encore maintenant. Ça arrive toujours. C'est une vieille habitude. Dans cet ordre de choses, tu avais dit qu'il y avait les halles. Oui, et puis il y avait un grand projet en Suisse que j'ai fait comme ça, qui était donné à quelqu'un d'autre. De faire un concours. Mais pour les halles, tu disais que c'était encore différent parce que le trou était déjà fait. Et c'était juste pour montrer qu'on aurait pu faire mieux, quoi. C'est ça, c'était un contre-projet. C'était déjà trop tard. Pour qu'il soit choisi. Pour que se fasse quelque chose. Alors, et c'était à peu près la même démarche, la même attitude pour beaucoup plus tard pour le grand axe de la Défense. C'était déjà décidé avec le concours était déjà fait avec les architectes et les urbanistes, mais qui a donné des résultats très connu et aucun artiste n'était invité pour participer à ça, et donc comme contre-projet ils ont pensé de faire un concours et on demandait, c'était à 2 échelons, il y avait un pré-concours international et de ça ils ont choisi 5 artistes ou 6 pour continuer, pour faire un contre-projet. C'était finalement pour prouver que les artistes étaient aussi capables, ou sinon plus, que les urbanistes de penser la ville ou d'intervenir dans la ville. Bon, on revient à la chronologie. 62, un projet pour le musée européen du bâtiment. Ah ça, je crois que je pourrais retrouver des dessins. Ouais. En 69, aménagement lumino-cinétique de la place du Châtelet. Premier prix non suivi d'exécution. Alors là, je ne me rappelle pas pour quelle raison. Il faudrait demander à Frank Popper qui a organisé ce concours, cette intervention, pourquoi c'était pas fait. Il n'y a eu rien de fait du tout. Non. Peut-être oui, mais peut-être les gens n'ont pas cru que techniquement c'était faisable, mon projet. Tu vois, j'ai des dessins. Un projet assez simple, c'était de projeter sur la place des faisceaux de lumière de couleur, des grands projecteurs, et en se mélangeant les couleurs, tu vas faire différentes couleurs, puisque j'ai projeté des bandes de couleurs qui se croisaient. Le spectre lumineux. Oui. La même année, une place publique à Ludwigshafen. Et oui, ça j'ai des maquettes et des dessins. Ici? Oui.
C'était des prismes en verre remplis de l'huile colorée. Et donc chacune va diffracter la lumière différemment. J'essaie de faire. Tu vois, quand je veux te le tourner, là, si tu prends un bon angle, tu vas voir plein d'arc-en-ciel qui partent dans tous les sens. Si rien n'était fait, je crois que c'était financé par la grande industrie bon, mais je crois que la ville ne voulait plus, ne voulait pas. Là, il n'y a pas tellement de projets dans ces années-là. J'acceptais de participer à ce qui était intéressant. Et puis, dans les années... Avant, il était très mal rémunéré. Et puis après, j'ai fait toute une bataille pour que les projets soient rémunérés, qu'on puisse quand même au moins être payé pour ce qu'on dépense. En 1975, à propos de Moulineau Stucchi. Ah oui, ça aussi c'est un projet, une idée. Ici j'ai tous les dessins. Dans le cadre de la Biennale de Venise. Oui, parce qu'il y avait des grands moulins qui étaient abandonnés et qui étaient énormes trucs qui existent à Venise. Et ils ne voulaient pas les démolir, c'est un bâtiment comme ça du 19e siècle. Et, ils ont demandé quoi faire, c'est un peu comme un concours poléal, tu vois, quoi faire, hein? Quoi faire avec ça. Ils ont demandé, c'était sur invitation, ils m'ont invité avec d'autres pour donner des idées de ce qu'il faut faire. Je l'ai rempli et j'ai fait élevage de langoustes, rempli d'eau et de carcasses de voitures. J'ai vidé l'intérieur, j'ai couvert avec des toitures très légères, des dômes, comme ça en gonflable, en plastique. Et voilà, ça s'était transformé, j'ai gardé les murs, j'ai enlevé les toitures, d'ailleurs beaucoup étaient déjà effondrées, j'ai démoli tout ça derrière. J'ai proposé, c'était pas une proposition, voilà. Il y avait l'élevage des crustacés dans un bâtiment rempli d'eau et rempli de carcasses de bagnoles, puisque les poissons et les crustacés aiment beaucoup les vieilles voitures cassées. Tous ces bâtiments pourraient être visités par l'euro, par le public. Donc on pouvait voir ce qui se passe à l'intérieur, des serres pour l'élevage des champignons. Ici il y avait un théâtre et un Luna Park, des lieux d'amusement et des lieux culturels. Et ici c'était l'élevage des poissons d'eau douce. Celui-ci était le seul que j'ai gardé à l'air libre, vidé entièrement, juste garder la carcasse de ce bâtiment. Et fait des planchers ici avec des cascades d'eau qui circulaient ainsi. C'est des bassins à poissons. Ecco. Ecco. « 1975. Ouais, 78.
Nouveau théâtre municipal de Winterthur. Premier prix non suivi d'exécution. Mais c'est ça qui était le projet Truquet. Truquet, on a donné Qui était déjà attribué. à Ucker. Un artiste suisse. Le jardin de Paul Valéry. La maquette et son dessin. Il a une histoire un peu spéciale ce projet puisque tu l'as transformé, non? C'est pas ça, j'ai pas transformé le projet, on a transformé la commande. Comme on ne pouvait pas le réaliser à 7, c'est Monique Faux qui a proposé une solution. Parce que c'était lancé par Langue. Il a invité quelques artistes à faire des projets dans différentes villes. Et moi c'était 7, donc j'ai proposé de faire au cimetière marin, de faire une chose pour Valérie. Puisqu'ils m'ont demandé Valérie. Ils ont donné des commandes, comme ça, tu vois. Moi, ils m'ont demandé Valérie. Et ça ne s'est pas arrangé avec 7, puisque c'était un concours où l'État donnait un tiers. Il fallait trouver une ville qui donnerait un autre tiers, et encore un tiers devait venir de la région. Donc 7 ne voulait pas donner de l'argent. Donc un tiers est resté dans l'escarcelle du ministère. Et on a cherché l'autre lieu, et Monique a trouvé l'argent pour faire l'axe de la terre. Je dis pas pour faire l'axe de la terre, elle m'a dit on peut faire quelque chose là-bas avec cet argent, puisque je peux trouver un tiers des villes nouvelles, et on va convaincre la région pour donner l'autre tiers, les 2 tiers. On peut trouver les 2 tiers, donc on a dit au ministère, d'accord, on se sert de cet argent, on va le faire ailleurs. Donc je refais un autre projet, puisque je fais l'axe de la terre. Mais l'axe de la Terre lui-même, tu avais déjà pensé à ce projet pour un autre endroit avant, non? Pour New York, puisque c'est un projet un peu différent, mais enfin, il est passé déjà par trois étapes. Je proposais d'abord à New York pour le centenaire de la Statue de la Liberté. Le premier prix pour le centenaire de la Statue de la Liberté à New York. Voilà, ça c'était donc c'était raconter l'histoire, c'était pas, il n'y avait pas de sous finalement. Ah, donc on lance des projets et après on refuse de les financer, quoi. Oui. Une sculpture signale à Maison Alfort. Ça, j'ai la maquette et c'est tout. Ouais. Ici. On a mis la plupart des choses grandes comme ça à Aubervilliers. Hôtel de DDE à Lille, aussi la même année. C'est non gagné. Mais là, c'était jamais fait, tu vois. C'était ils ont demandé quelque chose, un projet. C'était même pas dans les projets. Non, je savais pas vu. Il faut que je le mette. Pour que les idées ne se perdent pas. On les recycle, mais... La même année, une pièce aquatique pour Angoulême. Donc en 84. Je suis allé là-bas, à Angoulême et tout, regarder. Et puis c'était
dans l'usine de papier à Ah, cigarette, le Nil. le Nil. Je ne fume que le Nil. Oui, qui était converti dans l'école des Beaux-Arts. Oui, je crois que la plupart, si on lance des projets, c'est comme avoir une équipe de foot. Ça fait bien. Comment? Pour le foot, on trouve de l'argent. Ouais. Donc là, 85, projet d'une sculpture pour la cité judiciaire à Rennes. C'est une prison, ça, non? Non, c'est un palais de justice. Non, je ne ferai pas une sculpture, je participerai à un truc pour les prisons, ça. Tu as des choses que tu ferais pas, par exemple des églises, des prisons, non? Ou les églises, tu les ferais ou... Ah, dans une église, oui, j'ai fait un projet pour la cathédrale de Paris. J'ai montré à Lustigier, mais il n'était pas convaincu. Qu'est-ce qui le choquait? Ou qu'est-ce qui le dérangeait? Non, je sais pas. Il voulait quelque chose de très... C'était aussi, on m'a demandé de faire un projet, mais j'ai dit pourquoi pas, c'est une maison. Puisque je proposais de démolir tout ce que Viollet-le-Duc a fait là-dedans. Primo. Enlever, c'est des choses c'est tout le tour là, il a fait tout ça. Et puis mettre un grand hologramme, mais sans comme un vitrail. Un hologramme, comme j'utilisais le miroir, là, comme ça. Et alors? Qu'est-ce que... Et il voulait que ça soit, pour le peuple, que ça soit une chose représentative, qu'on comprenne. Figuratif. Figuratif. Bon. Tu vois, dans cette idée, il y a des bâtiments, enfin des choses que tu ferais pas par principe, par conviction. Non, par exemple, j'ai refusé d'aller faire des choses pour beautifier les HLM. Là, on m'a proposé 2-3 fois. Il y avait tout un mouvement. Il faut que les artistes aillent là-bas, puisque c'est tellement moche qu'il faut faire quelque chose. Pour enjoliver. Pour enjoliver les choses. Ah oui, Ça, j'ai refusé de faire tout ça. Il y a des choses que ça, je refuse. Cube de la population numéro 2 pour la Villette. Ça a été fait? Non. Cube de la population a été proposé pendant des années à différents endroits. Non, je pensais que tu avais placé un truc plus simple là-bas. Non. Ils sont venus ici, le directeur de la Villette et tout. Il a dit que c'est un projet effrayant. Puisque là, j'ai proposé, quand il disait c'est tellement cher et lourd, j'ai proposé que ce soit des billes congelées, des billes de glace. Qu'on fabriquait des billes de glace qui tomberaient et se dissoudaient dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Kerguének. Kerguének? Ouais. Oui, mais c'est un projet qui n'a pas plu aux gens qui me l'ont demandé. Pourquoi? Trop virtuel? Oui, c'était la pyramide, là, les coins de pyramide en métal, et puis c'était le laser qui devait être là juste pour une journée. Photographier et enterrer les photos dans les 3 coins. Il doit être quelque part ici, mais tu vois, retrouver ça comme ça, pas évident.
projet Le parc des Halles Parc des Halles, à Brest. c'était un concours donc, que je n'ai pas gagné. L'entrée autoroutière de la ville de Brest. J'ai la maquette ici. Alors, on peut la sortir quelque part, parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Ça, c'est le paysage derrière. C'était comme ça. Des structures comme ça, transparentes, en grillage. C'était à Brest. Le symbole France-Japon. Ouais, bon ça, on sait. Après le tremblement de terre, ils ne vont rien faire. Mais en tout cas, si c'était le projet qui a gagné, il n'a jamais survécu à un tremblement de terre. Donc ils sont contents qu'ils n'ont pas fait. Le mien, s'il était construit, il n'aurait pas souffert. Bonjour, je regrette vivement de ne pas être là en personne pour vous présenter mon projet, mais je suis en ce moment à Nagoya au Japon et j'ai donc pris la liberté de me présenter par cette vidéo. « 10 000 petits lacs qui, avec des profondeurs différentes, changeantes, forment des pixels de taille différente et donc forment une image qui peut être lue d'avion ou de satellite. Alors, que voit le visiteur quand il est passé entre les réservoirs d'acier pour dépasser le haut de la colline et il voit devant soi le monument, il voit les milliers de lacs qui dévalent la colline, qui en cascade, en terrasse, il les voit remplis d'eau. Et devant soi la baie de Saka. Donc il voit là une image, l'image est là, mais il la voit comme s'il était sur un tableau impressionniste de tout près. Il faut qu'il prenne de recul pour pouvoir lire l'image. De la baie de très loin, on voit la montagne comme si son sommet était recouvert de la neige, qui suit les formes, mais qui la modifie. Le projet entier deviendra un genre de muséum, structure muséum de 18e siècle. Ça veut dire un centre de recherche liant les connaissances scientifiques et une attitude éthique par rapport à la société. C'est-à-dire que nous, on jette les bases, ces bases sont simples et malgré leur monumentalité, tout ce qui est de la technologie peut évoluer à l'infini. Un monument sur le canal reliant le Rhin et le Main avec le Danube. Sur la voie d'eau, mer du Nord, mer Noire. Ça c'était non gagné, non? Et est-ce que ce projet-là, tu l'as pas aussi remodifié pour le mettre ailleurs? Oui, c'est pour autoroute à côté de Lyon. C'est ça, oui. Et alors Oui, comment... parce que je me suis dit, un projet comme ça, c'est quand même dommage de ne pas le faire ailleurs, réutiliser. On a investi beaucoup dans les études, tu vois. J'avais des ingénieurs et tout ça, j'ai mis beaucoup d'argent.
Je me suis dit c'était aussi bien là-bas. Ben, c'était pour marquer aussi un passage d'une région à l'autre. Ouais. Le terrain était tel que d'assez loin, de 10 km ou 15, on verrait que le haut. C'est, je crois, le seul projet que j'ai comme ça promené l'axe de la Terre aussi. L'idée de l'axe de la Terre, puisque la forme a changé complètement. C'était une chose complètement différente à New York. Alors là, le jury a dit c'est tellement dangereux, supposer que quelqu'un coupe un câble. Alors ça tomberait. C'est comme s'il disait on scie une jambe à la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui se passerait? Je ne savais pas que c'était déjà joué d'avance. Donc ils ont trouvé ça. Si on scie, ça tombe. Oui, évidemment. Non? Si on tue quelqu'un, il est plus là. Quoi. Le concours pour Toulon, ça je te sors? Ouais. Tu veux? Turkménistan. Ah ouais, tiens. Oui, on a parlé à l'époque. Oui. Turkménistan. Oui. C'est trop compliqué. C'est plus simple de prendre des petits dessins intéressants ici et puis les mettre là-bas. Puis pour vous, Fontaine à Toulon. Aucune fontaine n'a été faite alors finalement. Non. Ça c'est la Société Générale. Mais c'est des dessins vrais dessins d'architectes là que j'ai fait faire. Mais j'ai des dessins en tridimension, en couleur. C'était le projet de... Non, mais c'est mélangé. Ça, c'est le projet de Toulon. Je sais pas. Pyramide flottante sur un nuage. C'est pour Toulon. On a été invités quelques-uns à faire un concours, là, un projet. J'étais avec moi, il y avait Pomerol, on a tous perdu, je ne sais pas qui a gagné. Là. C'est aussi un truc de prestige plutôt. La place de Francfort à Lyon, avec l'architecte Arata Isozaki. Un joli projet. Ouais. Bâtiment de rectorat de l'Université de Genève. C'est un concours non gagné. 96, les bouées flottantes pour Lisbonne. Ah oui. Ça c'était... MIT était invité à faire un pavillon et puis ils n'ont pas trouvé l'argent. Ils devaient participer à la foire mondiale là, de Lisbonne, l'exposition universelle. Ouais. Et le thème de cette exposition, c'était l'année de UNESCO qui était l'océan. J'ai fait le projet pour les océans, j'ai le projet ici. alors l'idée c'était de lancer une des bouées de Portugal et elles vont suivre le chemin que Christophe Colomb a fait. Ils vont atterrir quelque part
Cuba. Et puis lancer l'autre à partir du nord des États-Unis ou du Canada. Et elles vont faire le tour comme ça et elles vont venir au Portugal. En même temps, on lance les deux. Ça, c'est les courants à diverses époques de l'année. Les forces des courants. Et ça, c'est les vitesses à 15 mètres de profondeur, puisque mes bouées vont voyager sous l'eau. Et elles vont sortir une fois, tous les 24 heures, elles vont sortir à la surface pour donner leur position. Et la position sera affichée des bouées qui vont vers Cuba et ceux qui vont vers Portugal. Ils vont être affichés sur un écran. Ils devaient être affichés sur un écran à Lisbonne. Des bouées émettrices, donc il y a un émetteur sur chaque bouée. Il y a un émetteur et un truc qui donne la position. Mais ces bouées sont fabriquées, donc je ne devais pas le faire fabriquer. Ils sont fabriqués pour tout à fait autre chose. Mais c'était calculé que le traversée aurait pris moins de temps que l'exposition. Donc on pourrait faire des paris traversée entre 2 et 3 mois. Donc il y avait aussi un bureau de Paris à C'est ça, j'espérais, oui, de tenir ça. Il y a beaucoup d'argent. Le retour du pendule de Foucault. Ça devait aller dans l'école, il y a une polytechnique là-bas, à Rennes. Ça je l'ai mis comme on mettait les anciens labyrinthes ou instruments avec des plantes coupées, faire un mur de nez pour que le pendule ne soit pas dévié par le vent. Et le pendule aurait quelle taille alors, si c'est à l'extérieur comme ça? 20 mètres de haut. Ah oui. Il faut que ça soit haut, sans ça le pendule marche trop vite. Et ça c'est déviation horaire à Rennes. Ça change la déviation. Selon les endroits. Oui, et ça c'est marqué ici là. Les lignes c'est la déviation horaire. Le problème de l'eau, tu as déjà pensé à faire des projets par rapport à ça? Non, dans l'eau, oui. Oui. Il y a des fontaines. Pas mal de fontaines. Là, justement, Mais jamais réalisé. Ça a dû être les mêmes années que Chicago. Tu vois, des choses. Et c'est une fontaine aussi? Oui, il y a une fontaine à l'envers, c'est une pluie qui tombe. Une dalle triangulaire en acier comme ça sur... Il y a des projets qu'on regrette qu'ils ne soient pas faits. Celui-ci me plaît. Il me plaît toujours. Dans quel sens ça va? Bon. Parce que c'est une perspective, donc tu vois, ça apparaît comme les anciens théâtres de Renaissance, tu vois, ça va apparaître parallèle.
c'est quand il faisait le grand Lille, là, le nouveau Lille, côté de la gare. Le son, quel est le principe? C'est illusion optique, de perspective, et puis c'est des perspectives en 3 dimensions. Petite histoire d'illusion optique. Le terrain monte. Évidemment, l'eau ne peut pas monter, tu vois, alors l'eau va apparaître comme si elle montait. Et il y a ça à la fontaine Médicis, qui est toute petite, tu vois. Il y a une illusion optique comme ça, ça m'a toujours frappé, parce que ça paraît comme si l'eau montait. Les premières fontaines qui n'étaient pas... Je ne me rappelle même pas pour où c'était. Mais elle fonctionne, on va essayer de la faire fonctionner. C'est des années 60, plutôt 50. Si ça ne va pas exploser, ça va fonctionner. On va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de pression. Et si je mets trop, ça ouvre un peu. Il a explosé? Oui. Voilà. Il faut la réparer, c'est tout. Ça marchait. Oui. Il faut la réparer. Non, j'ai mis trop de pression. Tu vois. Il n'y avait pas assez, après il y avait trop. Bon. Mais je crois que j'ai une photo de ça quand ça fonctionnait vraiment. Quand tu étais en Italie, Oui. Ouais. J'ai fait ce projet pour eux. Oh, et ça j'ai réalisé sur place pour un pêcheur en échange de poissons. J'ai cette maison avec des citronniers. Ah oui, j'étais presque un an là-bas. J'habitais sur un petit village de pêcheurs. Pas mal. Tu as l'île flottante là qui est derrière. Attends une seconde, c'est ça. Ça devrait être là. Je pourrais peut-être t'éclairer. Il y a deux. Ça c'est un projet d'une fontaine qui était réalisée et qui était volée. Où ça? Banlieue parisienne, oui. Elle était volée, la nuit. Ils l'ont volée pour le cuivre. Et on t'a jamais demandé de la refaire? Je crois que j'étais heureux que c'est parti. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai fait deux choses là-bas. J'ai fait le mur aussi devant. Mais ils ont planté des arbustes pour qu'on ne le voit pas. Ah oui, c'est le mur en béton. Oui.
J'ai tout fait ici à l'atelier avec un procédé de déposer le métal par l'électrolyse sur des ballons. Donc c'était les mêmes formes. Pas en plastique, tout était en cuivre. Dommage. Tout s'y est un jour. Hologramme, n'a pas marché. éclairage interactif, N'a pas marché. jardin français. Ça n'a pas marché. non Jardin plus. Ça, j'ai des du- dessins sur ça. Il faut mettre un peu de... On va mettre des poids. D'accord. Un, c'est en japonais, alors, mais comme il n'y a pas de couleur, c'est pas grave si c'est en deux langues. Non. Attends, pourquoi c'est comme ça? Attends une seconde, on va voir ce qui se passe. Ça, c'est un chemin qui est l'histoire de la Terre. C'est un cheminement piéton qui fait 1 kilomètre de long. 1 kilomètre égale 4 milliards d'années. Et c'est à peu près ce qu'on pense c'est l'âge de la Terre. Et la vie commence presque tout de suite, mais elle est dans l'eau. La vie dans l'eau est jusqu'ici. Elle sort de l'eau, là. Les poissons sortent de l'eau. À l'époque, il y avait 1000 fois moins d'oxygène qu'actuellement. Et puis il se passe des choses. C'est marqué sur le bord du chemin? C'est soit marqué, soit ça va être visualisé d'une certaine façon, soit en tridimension, en sculpture, soit en écriture, soit avec des moyens audiovisuels à inventer. Mais je pense que d'abord il faut le faire d'une façon la plus simple, c'est écrire dans le sol. Ça serait un lac artificiel. Un pas égale 3 millions d'années. Comme les bipèdes apparaissent que 4 millions d'années, l'homme est beaucoup plus tard et moins qu'un pas. C'est quoi là, cette C'est maquette-là? juste le haut du projet pour l'Écosse. Comme c'était très compliqué la géométrie ici, tu vois, de ça, alors il fallait faire une petite maquette pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est à l'entrée de la ville, sortie d'autoroute. Et ça fonctionne comment? Ça ne fonctionne pas du tout. C'est rien qui fonctionne, ça c'est du béton peint, et ça c'est en acier. Et en haut il y a quand même la petite structure bleue que tu as vue là-bas. C'est tout en hologramme réfléchissant. Donc comme c'est sur une colline, on voit ça, c'est fait de telle façon que les phares des voitures allument ça. Donc ça fonctionne. Comment? Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, avec l'énergie volée. Les vides, c'est tout ce qui est parti en Pologne. Il y a d'autres maquettes, il y a, je sais pas. Et ça, c'est quoi ce labyrinthe alors?
Tu l'avais prévu pour où? En Italie? C'était pour nulle part. Oui, j'étais en Italie, je voulais le faire quelque part. C'est doublement un labyrinthe puisqu'il est composé de quelques moules souples comme ça qu'on réassemble toujours d'une autre façon. Donc il n'y a que 4-5 lettres avec lesquelles on peut faire toutes sortes de formes. Tu vois, parce que souvent, au lieu de faire des dessins, je fais directement des maquettes de projets. Mais c'est comme des idées. Toutes les réalisations commencent toujours avec un projet, un concours et tout. Les grands. C'est très rare que c'était une commande directe. Ah oui. En commande directe, tu as eu quoi? Juste l'axe la terre. Autrement, j'ai fait 1 ou 2, 1% qui sont réalisés, mais les 1% c'est pas des commandes, c'est aussi, il faut soumettre un projet qui va devant un jury. Donc ce qui est réalisé, il y avait toujours un projet avant. Il y a encore tous ces projets là-bas, tu vois. C'est fou, c'est décourageant de voir tant de projets. Bon. Il vaut mieux faire autre chose. Toujours avec un projet, un concours et tout. Les grands. C'est très rare que c'était une commande directe. Ah oui. En commande directe, tu as eu quoi? Juste l'axe la terre. Autrement, j'ai fait 1 ou 2, 1% qui sont réalisés, mais les 1% c'est pas des commandes, c'est aussi, il faut soumettre un projet qui va devant un jury. Donc ce qui est réalisé, il y avait toujours un projet avant. Il y a encore tous ces projets là-bas, tu vois. C'est fou, c'est décourageant de voir tant de projets. Bon. Il vaut mieux faire autre chose. J'ai vu le catalogue de Pologne que tu m'as montré, il est bien fait, je trouve. Il est bien fait, oui. Ah oui. Ouais. Je montre que des projets qui concernent le Japon. Avec en introduction le poème de Isoza qui a écrit sur moi. Alors ça c'est curieux parce que c'était la première fois que tu retournais en Pologne, je crois. Oui. Et alors donc, que des projets japonais en Pologne. Comme ça, c'est un moyen d'éliminer la Pologne définitivement. Mais j'ai aucun projet polonais. Hein. Oui. Mais pour la plupart des projets, ça dépend pas quand même seulement des finances ou de l'argent, je pense que ça dépend d'autre chose. Et donc le Japon ne doit pas être un pays plus ouvert que d'autres à cet égard-là.
Et pourtant, le Japon est assez intéressé depuis maintenant une dizaine d'années par ce que tu fais, par les projets que tu as, par les... Oui, j'ai beaucoup de problèmes à les réaliser. Ah oui. Ils sont intéressés pour que je fasse des projets, mais de projet à la réalisation, il y a un grand pas. Et seulement, tu penses, pour des raisons financières? Non, certainement pas. Oui, les finances sont toujours une excuse. Oui, un prétexte. Mais ouais, je crois que la génération qui décide ce qui doit être fait, où l'argent doit être dépensé, s'en fout de l'art au Japon. Oui. Ça ne rapporte pas des voix. Donc c'est éminemment politique. Oui. Ouais. Donc ça les intéresse pas. Donc ça n'aboutit jamais à se faire réaliser. Là, en ce moment, j'ai trois grands projets. Un privé et qui va probablement se faire et qui est le moins intéressant. Mais j'ai 2 projets publics. Un à Kyoto sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, qui dépend directement du maire de Kyoto, dans l'avenue principale de Kyoto, devant la mairie. Et puis, mais comme le maire, c'est le seul maire communiste de tout Japon, et il a des problèmes. Il se fait critiquer aussi qu'il dépense l'argent pour l'art. Mon projet est freiné. Sans ça, il était accepté. C'est un grand projet. Oui. De sorte qu'on peut dire, grosso modo, que les décisions sont des décisions politiques. Toujours. Les politiques cherchent, les uns et les autres évidemment, à faire la promotion, soit de leur ville, s'ils sont maires, soit d'un état d'esprit, etc. Et donc manipulent à ce moment-là des artistes qui doivent être, sur un plan plutôt international, représentatifs de cette promotion qu'ils veulent mettre en place, quoi. De sorte qu'à partir de ce moment-là, tu es toujours, toi, pris dans les filets d'une sorte d'activité promotionnelle. Était-ce différent sous les papes? Comment? Était-ce différent sous les papes à Rome? Oui. Ça n'a pas changé. Oui, mais moi, au Japon, je suis un étranger. Je suis accepté comme tel, j'apporte quelque chose que les autres n'apportent pas, je défends mon art et puis je ne le change pas pour... Il y a pas mal de mes projets qui ne sont pas faits puisque je ne cède pas aux pressions. Oui. C'est tout. Mais le gars qui me représente était un ancien de la ultra-gauche japonaise, il était leader des étudiants, et il était le seul à introduire les étrangers dans les lieux publics au Japon. Il a invité plein de monde. Donc je suis pas... Donc lui, il perturbait les donnes complètement. Oui. Oui, puisqu'il prend, évidemment, il prend aussi des Japonais pour nous. Oui. Mais il est le seul à avoir introduit à peu près 50-50. C'est 50% d'étrangers, c'est 50% de Japonais, que personne ne fait. Combien tu as fait de projets, mais de réalisation au Japon? Réalisation? De réalisation. 0. Tout n'est que projet alors. Tout n'est que projet depuis 20 ans en plus. En dehors des expositions personnelles que tu as vues. Oui. C'est incroyable parce que tu as énormément de projets pour le Japon. Oui, mais j'avais énormément de projets pour la France aussi. Mais tu as plus de réalisations en France. Beaucoup plus, oui. Mais ça provenait d'où cette relation au Japon? Parce que tu as relation aux États-Unis. Est-ce que tu y as été? J'ai vécu au Japon. J'ai fait une première exposition
au musée Rara. à C'était, Gotanda. oui, dans les débuts 80, parce qu'il a repris l'exposition de Pompidou. 81. Oui, mais c'était en 83 là-bas. Mais il a repris que la Time Machine, et les miroirs, des choses comme ça. Là, parce que son musée était petit, tu le connais. Oui. Et déjà, lui, il était assez subversif, je me souviens. Oui, à l'époque, très hein. subversif. Très mal vu par le milieu. Puisqu'il était riche, c'était un musée privé, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est lui, et avant de m'avoir montré, il m'a acheté des choses. Il est venu dans mon atelier, tu vois, il était... il a su par ses espions, il avait des espions culturels à Paris, et un jour il est venu, il a débarqué chez moi ici, à 20 comme ça. C'était un millionnaire. Est-ce qu'il était très influencé, je me souviens, par un de ses amis qui était Imaï, le peintre. Peut-être c'est Imaï, mais je ne pense pas. Non. Ah oui. Non, il avait des gens ici à Paris qui filmaient des choses pour lui. Il leur a demandé de voir ce qui se passe ici. Finalement, cette expo à Bourbon a déclenché pas mal de choses, non? Oui. Parce que j'ai vu dans la liste de tes réalisations et projets, il y a énormément de projets après 81. Donc c'était après. Oui, parce que 81, l'exposition à Pompidou, puis pour la France, une chose très importante, j'ai eu le Grand Prix de sculpture. Tu vois, alors là, ici, ça influence les gens énormément. C'est un label. Toutes les commandes viennent par les institutions. Pour eux, c'est un... Donc, quelqu'un qui a ça, il faut l'avoir. Comme au 19e siècle, il fallait avoir le prix de Rome. C'est un peu ça. Donc, il faut lui donner... Il faut voir. La Défense, c'est suite à ça, tu penses? Non, la Défense, c'était un concours. Comme pour la Défense, d'ailleurs, le Grand Axe s'était lancé en tant qu'une contre-proposition à des choses qui étaient déjà arrêtées. C'était encore une époque où il y avait des gens en France autour de Monique Faux et d'autres qui pensaient qu'on pourrait encore agiter des idées, s'opposer à la ligne officielle et montrer que les artistes pouvaient participer à la ville, à l'élaboration de la ville. Et la même chose. Cet état d'esprit, il est perdu. C'est plus possible de s'opposer. Oui. Oui. Oui, foutu. Tu vois, j'ai choisi une ligne de conduite qui est comme. Qui n'est pas nécessairement utopique, mais qui est une utopie qui n'a plus aucune chance. Ça m'est égal, tu vois, mais comme les utopies politiques ont aussi disparu, et un art qui tu vois, que j'ai voulu mettre sur d'autres fondements, que l'art basé sur la culture bourgeoise. Oui. C'est le capitalisme a gagné sur tous les tableaux, pour l'instant. Mais il a gagné, non? Il n'y a rien à dire. Donc je crois que tu vois que ces choses ne peuvent pas se faire.
Donc c'est un constat qui te semble à peu près, en tout cas, pratiquement irréversible. Il ne peut plus y avoir des mouvements comme des mouvements que tu as bien connus, soit aux États-Unis ou même en France, des mouvements comme le situationnisme par exemple, dans un pays quand même qui n'était pas particulièrement ouvert ou disponible à une grande aventure. Il y avait quand même des choses très marquantes, très subversives. Mais Et aujourd'hui, tu penses moi, que je pense qu'il n'y a plus aucune chance. Il y a une chance, mais il faudrait camoufler ça. Mais les gens ne sont... Non, je ne vois pas beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, la seule chance, c'est de faire un genre de dadaïsme scientifique. Mais, comme résistance. Mais je ne vois pas beaucoup de gens qui veulent... Qui vont dans cette direction-là. Mais tu vois, moi, comme on regarde l'histoire d'art du XXe siècle, il faut la réécrire en tout cas. Mais j'ai parlé l'autre jour avec un ami, bon, celui qui nous a appelé là, Thierry. Thierry, il m'a invité à Grenoble et à Paris ici pour une chose qui s'appelait Qu'est-ce que c'est la sculpture au XXe siècle? Et il parlait de tout, mais personne n'a parlé de Schwitters. Tu vois. Moi j'ai dit, mais comment ça se fait que vous ne dites pas un mot sur Schwitters, qui est pour moi un des plus grands sculpteurs, moi, provocation de XXe siècle. Et il parlait de Pevsner. Et je lui ai dit, il n'y a finalement que vraiment trois vrais opposants de début, de première moitié du XXe siècle. Il n'y a que Schwitters, Picabia et Duchamp, c'est une façon qui ont vu que l'art doit être... ils sont révoltés contre l'art. Ils ont voulu baser l'art sur autre chose. Tu vois. L'art bourgeois était foutu. Et personne d'autre, à mon avis. Donc l'art devrait se révolter contre l'art, et la science devrait se révolter contre la science aussi. La technique contre la technique. La technique ne m'intéresse pas. L'histoire de la technologie m'intéresse, mais pas la technique. Mais Wittgenstein était ingénieur aéronautique. C'est pas pour ça qu'il est un philosophe intéressant. Non. Enfin, encore je sais que tu l'aimes beaucoup. Ouais. Je l'aime puisqu'il a beaucoup d'humour. Oui. Non, mais puisqu'il était vraiment ingénieur aéronautique. Il a fini l'école. Il était architecte. Donc, il connaissait la technique. Tiens. Mais c'est quelqu'un auquel les Français sont allergiques. Tu sais, je te dirais aussi qui m'a influencé énormément dans mon époque mathématique, c'est Lobachevsky. Ah oui. Parce que j'ai lu Lobachevsky quand j'avais 13 ans, je crois. J'ai étudié Lobachevsky. Lobachevsky est intéressant pour moi, puisque pour lui, en tant que je comprends, la géométrie ou la conception d'espace n'est que fonction de ce qu'on connaît en ce moment. Oui. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est que la géométrie, c'est pas une science abstraite, mais c'est une science concrète.
Ça veut dire, une ellipse, c'est pas un vue d'esprit, c'est une coupe à travers un corps réel. Et chez Lobachevsky, toute géométrie fait partie du monde réel. Oui. Concret. Oui, c'est matérialiste, mais c'est basé sur des choses concrètes, mais c'est une possibilité de comprendre et de manipuler le monde réel. Mais ce n'est pas platonicien, ce n'est pas une idée imposée sur le monde, ce n'est pas on voit un cube dans la nature, mais mais ce cube n'existe pas, ce cube c'est un concept. Oui. Et un peu en hommage à Lobachevsky, j'ai fait le truc là de l'herbe qui pousse en forme de cône. Oui, je me souviens bien. Sur le plateau qui tourne. Mais oui. Parce que, enfin, en tant que je le comprends, c'est une attitude qui est inverse de toute attitude de mathématiques ou de philosophie de la mathématique occidentale. C'est un arrêt sur l'image. Et Lobachevsky, c'est un arrêt sur l'image. Comment? Un arrêt sur l'image. Ouais. Et c'est ça, à ça je crois. Oui. Toute la théorie est un arrêt sur l'image. Mais temporaire. L'image. Oui. Parce qu'après le film reprend. Oui, l'image qui nous est accessible en ce moment. Dans notre vision, notre champ de vision et champ mental. Oui, champ mental actuel. Oui. C'est tout. Pas plus. Mais quand même, c'est important. Ah oui, certainement. Puisque ça nous permet d'agir, de cloner ou faire autre chose et de faire des erreurs. C'est une hypothèse, un arrêt sur l'image. Mais c'est jamais pour moi une vérité. Oui. C'est l'hypothèse qui t'intéresse. Mais l'hypothèse est en fonction des connaissances du jour. Oui. Ou même du goût du jour. Parce que les connaissances du jour, nous on voit des choses que les autres ont pu voir, mais qu'ils ne voyaient pas puisque ils n'avaient pas des outils. Ce qui se passe en réalité est toujours le même, mais nos moyens changent. C'est comme Riemann aussi, il a fait une autre proposition pour les géométries, donc, mais il était allé un peu plus loin puisqu'il est un matérialiste, dérivé de ce qu'on suppose être la nature, être le réel. Mais il n'a jamais dit plus, il n'a pas dit c'est ça le réel. Oui. C'est intéressant. Oui. C'est vraiment à l'opposé de pensée française. Mais peut-être mon interprétation est tout à fait personnelle. Ça m'a servi. Oui. C'est tout ce qui compte. Pour moi, ça c'est mes études culturelles. Visite au Prado, c'est ça. Oui. Après ça, j'ai plus de vin, mais j'ai beaucoup d'autres liqueurs.